J'allais presque commencer par te dire bon anniversaire. Bah, c'est pas moi l'anniversaire, c'est une histoire qui se fête là. Alors, je parle évidemment des 30 ans du mégaoctet. Oui, absolument. Tu te souviens comment ça a commencé? Je me souviens que j'ai présenté l'ONJ en 1989 et on m'a dit, Monsieur Hemler, vous avez jamais écrit pour un grand orchestre, donc on ne peut pas vous donner l'ONJ. Enfin, c'était un des prétextes. Il y en a d'autres que je ne dirais pas face à la caméra parce qu'il y avait des copinages et des choses comme ça auxquels moi j'étais totalement étranger, bien sûr. Du coup, je me suis dit, mais j'ai jamais écrit pour un grand orchestre, d'après eux, donc je vais écrire pour un orchestre un peu conséquent. J'avais envie. En fait, c'est surtout les rencontres humaines qui fait que tu as envie de travailler avec un tel. Donc là, il y avait des complices comme François Verly depuis longtemps, des Nuenlé, François Moutin et d'autres. Et donc j'ai constitué cette espèce d'orchestre à 9 musiciens, avec un chanteur basse, Benetta Cherry, avec qui je faisais des choses en improvisation aussi. Et ça a commencé comme ça. On a l'impression que dans ta manière de concevoir la musique, il y a quelque chose que tu aimes beaucoup, qui est les musiciens. Bien sûr. Enfin, c'est les humains d'abord, quoi. C'est les humains d'abord. C'est la meilleure équipe que tu peux avoir, que ce soit du sport, de la musique ou dans n'importe quel job, si les gens sont bien ensemble, ils font du beau boulot ensemble. Alors c'est d'abord une espèce de relation humaine qui commence d'abord. C'est ça qui fait que tu as des atomes crochus avec des gens. Si en plus ces gens sont des virtuoses et des formidables musiciens, bah écoute, on va pas se plaindre. Normalement, ça devrait fonctionner, tu vois. Et c'est vrai que l'alchimie humaine qui fonctionne dans cet orchestre depuis 30 ans, alors qu'il y avait pas mal de monde qui est passé par là, c'est aussi une histoire de camaraderie, d'amitié. Pourtant, vous répétez jamais ou pratiquement jamais avec le méga? Jamais, non. Là, pour les 30 ans, on a fait un effort. On s'est dit 2 après-midi. 2 après-midi. De temps en temps, parce qu'il y avait 3 invités en plus. Et j'ai repris des anciennes pièces, j'en ai réécrit des nouvelles. Donc il y a une espèce de voyage aussi dans l'histoire de cet orchestre, qui est intéressante, parce qu'il y a des gens qui ont suivi cet orchestre et qui vont entendre des choses qu'ils ont entendues il y a longtemps, mais différemment. Et puis, chacun aussi a fait son parcours depuis. Il y a Médéric Collignon, Thomas, Nuenlé aussi, tout un univers. Là, par exemple, nous, on était sans électricité, c'est-à-dire on n'a pas d'effets spéciaux, ni de guitariste. Et là, Nuen amène un truc qu'on a fait pour la première fois au Rendez-vous de l'Erdre le 1er septembre dernier, et ça amène une couleur, une patte personnelle, et chacun amène sa patte personnelle. Mais on a on a vraiment 12 solistes sur scène, quoi. Quand tu écris une partie pour le tuba ou pour le saxophone, tu te dis, ah ça va lui plaire, ça va être bien pour lui. Ou alors c'est ailleurs. Non, c'est vraiment, je cherche à écrire un truc qui va lui plaire. Je sais ce qu'ils aiment, et même, je vais te dire, je vais plus loin, je leur demande ce qu'ils ont envie, avant d'écrire. Je décide d'un répertoire. On va monter un nouveau répertoire du méga-octet. Je prends les dates de studio et je monte la production, avant même d'avoir écrit une note de musique, pour nous mettre une échéance. Ouais. Et là, je me passe commande, quoi, tu vois, je me passe commande, et je me dis, tiens, Laurent Dehors, il m'a dit... L'histoire de la commande, ça te stimule de toute façon. Totalement. J'aimerais vivre que de ça. Mais bon, on n'est pas dans le métier du jazz, les commandes d'écriture. Il y a un mec très connu, directeur de festival, qui m'a répondu un jour, mais vous, les jazzmen, vous écrivez 45 secondes de musique et vous improvisez 1 heure. Alors que j'écrivais pour les percussions de Strasbourg une méga-octet, tu vois. Ceci en passant, là, Laurent Dehors me demande par exemple, j'ai fait du ténor, du sax ténor avec des morceaux à fond la caisse et tout. J'aimerais bien une belle balade pour clarinette. Je fais une belle balade pour clarinette. J'appelle Laurent Blondiot, je demande à François Tullier. Il me dit, j'aimerais bien un bel unisson bien virtuose. Très virtuose. On a fait un unisson très virtuose. Tu as une expression que j'aime beaucoup, je ne sais pas si elle est de toi. Tu dis, je suis un catalyseur d'enthousiasme. Je ne sais plus si elle est de moi ou pas, mais enfin en tout cas, c'est ça, non? Moi, je suis derrière. Je dirige un orchestre à l'arrière de l'orchestre. C'est déjà particulier. C'est déjà particulier, si tu veux. Mon plaisir, et c'est un truc que je pratique en pédagogie aussi, c'est jouer avec les gens. Jouer avec les gens, ça veut dire être à l'écoute de ces gens-là. C'est de l'altruisme, en fait. Mais c'est même pas de l'altruisme, on dirait que c'est une qualité. Ça devrait être la base de tout. C'est-à-dire, quand tu discutes avec quelqu'un, tu prends n'importe quel talk show à la télévision, tu vois que les mecs s'écoutent pas, ils se parlent les uns au-dessus des autres, etc. Le plaisir de faire que l'autre ait l'espace d'exister. Et donc, quand je prends des stages, par exemple, avec des profs de musique, je leur dis, allez-y, improvisez, tout le monde se met à jouer ensemble.
Et après, maintenant, je dis, maintenant, on va jouer ensemble. Il me regarde, il me dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Ben oui, parce que vous avez joué ensemble sans vous écouter. Là, il y a une envie dans cet orchestre et qui fonctionne très bien, c'est que dès le premier solo, la barre est là-haut, quoi, si tu veux. Donc les autres, ils ont envie d'y aller aussi. Et puis il y a une espèce de... C'est pas la concurrence, c'est pas un rapport de force. C'est Comment l'histoire peut se raconter ensemble? comment on peut en faire ce voyage ensemble, et on a envie à chaque fois qu'on se retrouve que ce voyage soit réussi. Tu as déjà joué avec des musiciens que t'aimes pas? Ouais. Ça fait quoi? Enfin, des musiciens que j'aime pas. Avec humainement, t'as pas de... Humainement, il y a personne que je n'aime pas. C'est pas possible. Il y a des cons partout, mais même les cons, ils ont des belles choses à l'intérieur qu'il faut aller chercher, tu vois. Mais non, des musiciens qui ne me plaisent pas en tant que musicien, oui. Voilà. Comment on fait? Ben, si c'est eux qui t'engagent, on est diplomate. Ouais. Il y a des périodes de ta vie où tu es obligé de travailler sur des choses que tu n'as pas forcément envie de faire. Moi, j'ai la chance d'avoir été dans l'exigence et de me battre pour être libre. C'est pour ça que je travaille. Je fais peu de concerts, parce qu'ils ne m'appellent pas comme sideman pour jouer avec d'autres. Mais j'ai fait Michel Portal pendant 10 ans, j'en ai fait François Jeannot aussi, et j'ai eu la chance de beaucoup jouer avec des gens formidables. Mais je suis pas, je vis que de mes propres projets, si tu veux. Quand je parle avec tes potes musiciens, ils me disent, ah ouais, on dit, il suffit d'écouter 4 mesures de sa musique, on reconnaît immédiatement que c'est de lui. Ah, Comment ça marche ça? ça c'est eux qui peuvent le dire, c'est pas moi. Moi je crois qu'on développe un univers si on s'y attelle. Il y a une petite case créativité dans le cerveau là qu'il faut mettre en marche, et très jeune, et très vite. Quand on a cette case créativité, qu'on a envie de la développer, qu'on en fait tous les jours, c'est comme un muscle que tu entretiens pour le sport, quoi. Et du coup, ben, tu cherches ton histoire, quoi. Et puis si les gens te disent, ah, ben, ce que vous faites c'est original, ben, toi tu as envie de dire, moi je fais ça depuis des années, quoi. C'est un jour un type qui est, je ne sais pas, de télévision française, vient me dire, chez Emler, on aimerait bien vous faire venir sur un plateau ou utiliser une de vos musiques parce qu'on trouve ça très original, mais je leur dirais, mais ça fait 40 ans que je fais ça, les gars. Je suis original depuis 40 ans. Tu vois, mais c'est, voilà, moi je cherche pas à être original. Il n'y a pas de recette. Maintenant, en effet, on m'a dit, et je peux en faire l'analyse, c'est que je vois où sont les recettes. Et c'est pour ça qu'en ce moment... C'est le métier, non? Oui, mais j'ai envie de changer, tu vois, parce que si tu as des recettes, ça veut dire que tu vis sur ton acquis, et que tu utilises tes recettes. Et dans ce cas-là, il faut en inventer d'autres. Est-ce qu'on pourrait dire que des musiciens qui ont compté pour toi, ce serait Marius Constant, Bien sûr, George Russell, bien sûr. Bernard Lubac? En fait, dans ceux que j'ai aimés, que j'ai entendus... 3 générations différentes. Oui, mais je n'ai pas écouté Bernard Lubac, même je le connais, c'est quelqu'un que je respecte énormément. On me posait la question pour Magma l'autre jour, et je parlais de Weather Report dans un interview. Weather Report, ouais. Moi, j'ai un copain de lycée un jour m'a fait écouter Chick Corea, Weather Report. Je devais avoir 14 ans, quoi. J'ai dit, mais c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. Et donc, je faisais de la musique classique et je faisais du bal le samedi soir pour faire faire la guitare à l'époque. Je jouais un peu de guitare, je jouais de l'orgue, quelques morceaux à la guitare, mais c'était Johnny B. Good, c'était... tu dansais les gens, quoi. Danser les gens, et puis ça se terminait en bagarre de Loubar et compagnie, enfin, Soirée, on remballait, et puis voilà, quoi, tu vois. Et je repiquais Led Zeppelin, je repiquais Santana, je repiquais les Who, enfin, cette génération de mais c'est Chick Corea qui a été la claque, quoi. Chick Corea était la claque, mais pas que, Herbie Hancock, Weather Report, ces gens qui ont fait de la musique électrique à cette époque-là, ce qu'ils ont appelé vulgairement le jazz rock des années 70, là, tout d'un coup, ces gars-là, ils ont inventé un truc. Mahavishnu, John McLaughlin. Là, j'ai écouté tout ça, et puis du coup, j'étais curieux d'aller entendre ce qu'ils avaient fait avant. Et là, j'ai découvert le jazz. En venant du rock, tu vas au jazz rock, et après du jazz rock, tu vas au jazz. Et là, j'ai découvert des pianistes extraordinaires. Chick Corea, Hancock, Jarrett. Et est-ce qu'ils ont tous fait avant de faire de la musique électrifiée, entre guillemets, tu vois. Parce que c'était une réussite, ils ont inventé les choses. Et curieusement, ils sont tous passés par l'expérience de la case Miles Davis, tu vois. Donc c'est peut-être pas innocent non plus. Ils avaient des choses à dire, mais peut-être que l'autre il a catalysé, peut-être pas l'enthousiasme, mais il a catalysé, met en marche une case créativité chez les mecs, tu vois. Intéressant. Absolument. On me dit ça aujourd'hui, par exemple. C'est peut-être un peu prétentieux ce que je vais dire, mais j'ai des gars dans la jeune génération de compositeurs en France qui me disent on a été très très inspirés par ton travail sur le méga octet. Quand on écoute Thomas Porquerie, par exemple, ou Médéric Collignon, leur manière de travailler le son d'orchestre et d'ensemble, on voit qu'ils sont passés avec toi, ils ont fait un bout de chemin avec toi. Je sais pas, eux me le disent.
Bah, ça s'entend. Hein, Moi, je me rends pas compte. Quand j'écoute... tu es modeste, c'est ça? Je sais pas, mais j'écoute Supersonic, je prends mon pied, quoi. Bah ouais, moi aussi. J'écoute Jukebox, je prends mon pied aussi, tu vois. C'est les gens qui... Voilà, ils ont envie à la fois de faire de la belle musique, ce sont des grands instrumentistes, mais en même temps, ils se la pètent pas, quoi, tu vois. C'est ça qui m'intéresse. Un big band, c'est un fonctionnement démocratique? C'est une bonne question. Normalement, pas forcément. Il y a un chef d'orchestre qui impose ses arrangements, qui impose sa vision des choses. Donc t'es un peu au-dessus. Et non, justement, moi je fais l'inverse. Il y a un film qui s'appelle Zikocratie qui a été fait par un réalisateur qui s'appelle Richard Bois, dont c'était la thématique. Et on a invité des gens qui regardent la musique qui disaient « Mais c'est le bordel chez vous. Et pourtant ça va au bout quand même. Comment vous faites ?» Moi je laisse le bordel s'installer. Et puis au bout d'un moment, s'il y a une décision à prendre, c'est moi qui la prends. Bien sûr. Mais parfois il faut juste lire la partition telle qu'elle a été écrite. Mais il faut laisser ce bordel s'installer, tout le monde a le droit de dire ce qu'il a envie de dire. Il n'y a pas une hiérarchie, si tu veux, c'est pas un système pyramidal de hiérarchie, mais il y a quand même, c'est quand même mon écriture, c'est quand même mon choix esthétique, et puis j'écris à la carte pour les gars qui sont là, mais c'est mon projet, c'est clair. On a l'impression que tu as conscience de ta responsabilité en tant qu'artiste et qui transmet, et aussi pédagogue. Oui. Ce sont deux aspects importants de ton travail créatif. Bah, c'est clair, pour moi, il y en a... Mais tu as l'air quand même d'être un pédagogue en colère, quand même. Bien sûr. Comment te dire? Je te broche pas là-dessus. Non, mais c'est... Bon, déjà, ça bouge. Heureusement, ça bouge un peu, mais pendant encore, il n'y a pas si longtemps, et encore, dans certains endroits, pour apprendre la musique, on apprend à écrire avant d'apprendre à parler, quoi. C'est une horreur, quoi. On ne passe pas par la case plaisir avant pour trouver la motivation, et pour donner envie de la connaissance ensuite. C'est dans ce sens-là que ça marche. Non. Apprends à jouer, on fera de la musique après, c'est ça? Non, voilà, alors on apprend le solfège, on apprend à jouer des trucs, et puis... Mais en même temps, c'est lié à tout un système éducatif qu'on a en France qui est totalement dépassé, complètement dépassé. Pour te donner un exemple, dans les années 60, ma mère anglaise, mes parents m'avaient mis dans une école américaine, école bilingue à Paris. À l'époque, il y avait 4 heures de cours par jour. On faisait du sport, de la musique, du dessin, de la couture, des trucs. Dans les années 60, à Paris. Aujourd'hui, en France, en 2019, on n'a pas commencé, quoi. C'est-à-dire, comment tu veux développer l'imaginaire, le sens critique, mais c'est peut-être voulu, hein. Je ne dis pas qu'il y a un complot, mais c'est peut-être voulu. Comment tu veux développer ce sens imaginaire, ce truc de créativité, si les mecs, tu les mets dans des cases, et le seul divertissement, c'est d'écouter la télévision et la radio avec une musique de variété assez médiocre, qui est la seule qu'on passe. Tu prends n'importe quelle émission de télévision, de jeu par exemple télévisé, la moindre question sur musique concerne uniquement la variété, la chanson médiocre. Et jamais le jazz, ni la musique classique, ni quoi que ce soit d'autre. Donc il y a une vraie peut-être volonté de limiter un petit peu le champ, parce que si les gens sont abasourdis, des gamins ils vont à l'école 6 heures par jour. Ils veulent faire du sport, il faut aller dans un club. Ils veulent faire de la musique, il faut aller au conservatoire, on leur donne un devoir de classe supplémentaire, c'est le seul fait. Et les devoirs en plus. Ils bossent 10 heures par jour, les gamins. Comment tu veux qu'ils s'épanouissent avec ça? C'est impossible. Comment, je me rappelle que tu avais une boutade qui est à la fois marrante et plus fine et qui m'y paraît. Quand tu disais, moi je connais une méthode pour apprendre le piano en 20 minutes. Bah, à l'époque, j'étais 20 minutes, maintenant c'est 5. Non, c'est pas une méthode, hein. J'ai des trucs. Ouais. Si tu veux, j'ai des trucs. Bon, moi j'ai des trucs, je vais dans les gares, je vois des gamins ou des adultes qui ont envie de jouer du piano, je leur montre un plan et on fait un 4 mains et ils jouent tout de suite. Ouais. Et on s'éclate. Ouais. Ça, c'est possible. On peut le faire en 2 secondes avec toi si tu veux. L'autre truc, c'est que j'ai des raccourcis pour que, assez rapidement, quelqu'un qui veut jouer du piano et se faire plaisir à 2 mains sur un piano, trouver ses propres accords, construire lui-même sa musique. Il y a des raccourcis en un cours, c'est fait, quoi, tu vois. Tu enseignes à des enseignants? Je fais beaucoup, depuis 35 ans, des stages pour les professeurs de musique. Voilà. Et le message passe difficilement. Il y a aussi encore, je ne dis pas que, mais il y a encore beaucoup de professeurs de musique pour qui nous sommes des jazzmen. Et dès que le mot jazz apparaît, il fuit. Ouais. Alors qu'on parle de musique improvisée, on parle de musique au sens large. L'improvisation, c'est pratiqué depuis des siècles. Je veux dire, on n'est pas les premiers à le faire, c'est pas le jazz qui nous a amené ça. Hein. Les baroqueux faisaient ça, François Couperin qui rêvait des variations non mesurées, les mecs qui accompagnaient au clavecin, ils improvisaient, quoi. Tu vois. Tous les compositeurs. Il fallait bien faire quelque chose. Hein. Ouais, mais jusqu'à Mozart. Après, ils ont écrit les compositeurs des cadences de concerto. Alors qu'avant, les solistes les improvisaient, les cadences. Tu vois.
Donc On aimerait bien savoir comment il improvisait Mozart. Bah écoute, je suis sûr qu'il se régalait. Ouais, Génial quoi. Lui s'il avait l'ordinateur qui écrivait la musique au moment où il improvisait, il aurait laissé une œuvre de 1500 concertos quoi, tu vois. On va revenir un petit peu à ce qui fait ton actualité. Ouais. La Corse. Oui, on en sort. Raconte-moi un peu. C'est dur les conditions de vie là-bas. Oh là. On a passé une semaine formidable Sans avec. parler de la charcuterie. Moi qui voulais faire un effort, tu vois, j'ai eu du mal, mais faut se faire plaisir aussi, ça joue avec la contrainte. J'ai rencontré les polyphonies corses qui s'appellent Affiletta. C'est un ensemble difficilement fermé, mythique, totalement mythique. Mythique, tu vois, ça fait plus de 30 ans qu'ils existent, 40 ans, j'ai plus. Mais ce sont des gens ouverts, envie d'expérience. J'ai fait un concert d'orgue le lendemain, et ils l'ont entendu dans la cathédrale de Calvi, et on s'est rencontrés. Et j'ai dit j'ai envie de faire un projet avec les polyphonies. Moi, la polyphonie corse telle qu'elle, j'aime ça, mais je ne ferai pas un concert entier comme ça. Donc je leur ai dit, est-ce que vous me faites confiance? Moi, je vais essayer de vous amener autre chose. Et vous faire un trajet vers autre chose. L'improvisation. Ils ont dit d'accord. Ça n'a pas été facile au début, mais certains étaient un peu réticents, parce que où ça va, quoi, où ça mène. Qu'est-ce qui se passe Et du coup, je suis allé pendant 1 an et demi les voir, à peu près tous les 6 mois. On a fait un travail, je leur ai appris à travailler sur signe, sur direction, à improviser des harmonies à plusieurs sons, pendant que nous on joue à côté. Donc il y a plein de choses, et donc de suivre une direction aussi, de donner un 4 et de devoir partir au bon endroit, et de faire chanter des harmonies à 4, 5 sons, ce qu'ils ne font jamais dans la tradition corse. Donc ils ont accepté de faire ce trajet. On a fait la création vendredi dernier, c'était super, et on le refait à Lyon le 28. Et vous allez enregistrer? Et on enregistre en live à Lyon le 28 septembre prochain au Musée des Confluences. Il y a aussi un livre-objet magnifique qui va sortir à l'occasion du show. Je crois qu'il est magnifique en effet, mais le mot livre n'est pas vraiment adapté, c'est ça qui n'est pas évident. C'est une discussion qui a été orchestrée par mes soins, et ensuite les créateurs, parce qu'on parle de création, de mise en livre si tu veux, on fait comme une partition d'orchestre. Alors tu as le nom du musicien, puis quand il intervient, il y a son mot qui arrive, et tu déplies ce livre. C'est un score d'orchestre, tu déplies une espèce d'accordéon de 9 pages, et tu as toute cette discussion, sur lequel on a rajouté aussi des photos, un historique, et des contributions. Il y a une vingtaine de contributions sélectionnées de gens qui vont de gens de la musique, comme André Francis, des gens formidables, comme aussi des fans, des gens qui nous ont suivis à l'étranger ou ailleurs, qui racontent un petit peu ce qu'ils ont vécu grâce au Méga Octet. Voilà, donc tout ça c'est... Je connais, pour finir, je vais te raconter une histoire belge. Une blague, j'aime bien les blagues. C'est 2 musiciens qui se rencontrent, et il y en a un qui dit à l'autre j'ai trouvé un truc pour faire du fric. Et il dit, ah bon, c'est quoi? Je vais faire du free jazz. Elle est bonne, non? Elle est très bonne. Bah, tu connaissais celle-ci aussi, hein? Elle est très connue, hein, Attends, comment on tourne ça? La différence entre un musicien de rock et un musicien de jazz. Le guitariste de rock, par exemple, lui, il joue 3 accords devant 50 000 personnes. Le guitariste de jazz, il joue 50 000 accords devant 3 personnes, quoi. Par exemple. Andy Hemler, merci beaucoup. Merci. Et bon anniversaire au Méga Octet. Top.